Bonjour à tous et bienvenue. On va commencer ce webinaire. Donc, merci déjà d'être aussi nombreux ce matin pour échanger autour du sujet de l'évaluation de l'impact social. Avant de commencer, comme vous pouvez le voir, on est sur l'outil Zoom Webinaire, ce qui fait qu'en tant que participant, vous ne pouvez pas forcément prendre la parole avec le micro pour poser vos questions. Du coup, pour ce faire, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit donc mettre des messages à travers le fil de discussion. Donc, vous partagez justement vos commentaires, vos informations sur l'évaluation de l'impact social. Et vous pouvez également poser vos questions aux intervenants dans un module dédié qui s'appelle Q&R. Vous avez les petites icônes sur l'écran. Et donc, du coup, ça permet que vous puissiez poser vos questions aux intervenants, dont la plupart, finalement, nous les reprendrons en fin de webinaire pour les adresser directement aux différents intervenants lors de ce webinaire. Du coup, à l'ordre du jour, aujourd'hui, donc on aura tout d'abord un mot d'accueil de Cécile Leclerc, qui est directrice générale de l'Avise. Par la suite, un mot d'introduction de Marie Leclerc-Brouillan, qui est responsable du marché économie sociale et solidaire au réseau Caisse d'Épargne. Ensuite, et d'ailleurs je ne me suis pas présentée, donc Louise de Rochechouart, je vous ferai un décryptage sur l'évaluation de l'impact social. Donc je suis responsable du pôle impact social à l'Avise. Et par la suite, nous aurons donc deux témoignages de structures qui se sont lancées dans l'évaluation de l'impact social. Et donc pour cela, nous sommes ravis d'accueillir ce matin donc Laetitia Rullier, qui est chargée d'innovation sociale chez Habitat des Possibles, et Cine Meignet, qui est directrice de partenariat et développement chez Revel. Et enfin, on aura évidemment un temps de questions-réponses pour justement pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez et que nous n'aurions pas eu l'occasion de répondre pendant le webinaire. Tout de suite, pour commencer, du coup, Cécile, je vais te laisser la parole. Je vais enlever mon partage d'écran, peut-être pour qu'on te voit mieux. Bonjour à tous. Oui, un rapide mot d'accueil pour vous dire qu'on est très heureux que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui et donc à vous intéresser à l'évaluation d'impact, un sujet qui est cher à l'Avise depuis sa création. Vous dire deux mots de l'Avise également pour que vous sachiez en fonction de qui vous êtes, comment vous pouvez trouver de l'information et de la ressource auprès de nous. Alors concrètement, l'Avise, c'est une agence d'ingénierie qui accompagne le développement de l'économie sociale et solidaire et d'innovation sociale. Donc, c'est une trentaine de salariés. On est au niveau national. Et du coup, on va à la fois outiller les porteurs de projets et l'écosystème qui l'entoure, accompagnateurs de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social, de l'innovation sociale. Pour ça, vous allez sur le site avis.org et vous trouverez du coup vraiment un centre de ressources. Au-delà des sujets d'évaluation d'impact, vous trouverez tout un tas de guides, de cartographie, de dossiers sectoriels et vous pouvez vous abonner à notre newsletter avis.org pour pouvoir recevoir toutes les informations. Donc, premier levier pour nous d'action, on outille. Deuxième, on est un animateur d'accompagnateurs. En gros, on anime des communautés d'acteurs qui sont des accompagnateurs qui, pour le coup, sont en face à face avec les porteurs de projets qui cherchent à développer leur projet d'économie sociale et solidaire. Dans le cadre, par exemple, du sujet de l'évaluation d'impact, on va être l'animateur du Social Value France, donc l'entité France du Social Value International qui permet de réunir des accompagnateurs, des experts et des acteurs qui s'intéressent en particulier au sujet de l'évaluation d'impact pour progresser ensemble sur les différentes méthodes d'évaluation d'impact. Troisième levier d'action pour nous, on conçoit de l'ingénierie d'accompagnement, de programmes d'accompagnement quand ça a du sens au niveau national, puisqu'on est positionné au niveau national, et notamment sur les enjeux d'accompagnement du changement d'échelle et d'accompagnement d'essaimage territorial d'un territoire à un autre. Et puis enfin, quatrième levier pour nous d'action, on est financeur via le Fonds social européen on lance régulièrement des appels à projets. On a pu, sur le sujet de l'évaluation d'impact social, en lancer plusieurs qui permettaient du coup de soutenir des structures qui cherchaient à outiller et à monter en professionnalisation, en compétences, en opérationnalité sur le sujet de l'évaluation d'impact. Donc ça, c'est une présentation très, très générale de l'Avise. Le sujet de l'évaluation d'impact, je le disais, on le traite depuis la création de l'Avise, il y a 20 ans, parce que dans les faits, ce qui distingue l'économie sociale et solidaire, c'est bien sa recherche d'utilité sociale. Et du coup, le sujet de l'évaluation de l'utilité sociale est bien sûr au cœur des préoccupations du porteur de projet et de ceux qui l'entourent. Ça nous a amené du coup à produire un certain nombre d'outils que vous retrouvez sur le site avis.org. Donc, il y a un onglet Impact. Vous allez retrouver à la fois des articles de décryptage pour comprendre les enjeux, pour comprendre les méthodes. Vous allez retrouver, donc je le disais, des outils avec
au-delà des guides, des cartographies des acteurs de l'accompagnement, des études de cas très précises sur différentes méthodologies d'accompagnement. Vous allez également pouvoir vous inspirer avec des démarches d'évaluation d'impact qui présentées en format article. Et enfin, si vous voulez vraiment suivre en particulier tout ce qu'on fait sur ce sujet-là, vous pouvez vous abonner à la newsletter dédiée au sujet de l'évaluation d'impact. Quand vous allez sur avis.org, vous trouvez à la fois, vous trouvez rapidement la possibilité de vous abonner à nos différentes newsletters. Et aujourd'hui, on se réunit parce qu'on a produit un nouveau guide. Alors, un guide de plus, mais surtout un guide qui n'était pas du coup dans la palette qu'on a pu vous présenter, puisque c'est un guide très méthodologique qui a pour objectif, pour ambition, de pouvoir vous accompagner si vous cherchez à évaluer et à vous poser des questions d'évaluation d'impact de votre projet. Donc, qui va chercher à vous accompagner un petit peu pas à pas en abordant le plus largement possible et très, très concrètement, c'est tout ça l'objectif, la question des questions à se poser, des bonnes questions à se poser, des bonnes méthodes, des bons indicateurs, etc. Et donc, comme à chaque fois, à l'occasion d'une publication, on organise un webinaire de manière à mieux appréhender l'outil qu'on va sortir. Je vais tout de suite passer la parole à Marie Leclerc-Bruand, du coup, qui va introduire le sujet et la conférence. Donc, Marie Leclerc-Bruand, elle est à la Caisse d'épargne, elle appartient à un groupe BPCE et par ailleurs, le groupe BPCE est un des membres de l'AVIS, de son conseil d'orientation stratégique. Merci beaucoup, Marie, d'avoir accepté d'introduire ce webinaire. Mais merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais me présenter en 2 mots et pour ça, je vais aussi partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit tout très bien, Marie. Oui, ok, impeccable. Donc voilà, quelques mots peut-être aussi pour me présenter et présenter les caisses d'épargne. Donc, la caisse d'épargne, en fait, c'est un réseau de 15 banques coopératives régionales autonomes de plein exercice. Donc, vous avez la Caisse d'épargne Île-de-France, la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, qui sont vraiment des banques à part entière, qui sont des banques coopératives, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à leurs clients sociétaires et qui sont connues pour être une des banques expertes de l'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On est le premier financeur, on fait quand même 1 milliard d'euros de crédit par an. Et puis, par exemple, quand il y a eu le Covid, on s'est mobilisé pour mettre à disposition tous les outils disponibles pour les entreprises, aussi pour les entreprises de l'ESS. Et donc, on a fait, par exemple, 400 millions d'euros de PGE. Donc, ça, c'était une grosse mobilisation de se dire comment on fait pour que l'ESS ait accès à tous ces outils-là également pendant la crise. Pour ça, on a à peu près 140 chargés d'affaires qui, sur toute la France, ne traitent que de l'économie sociale et solidaire. Mais déjà, je voulais aussi insister sur le fait que nous, notre histoire, c'est qu'on est né comme une institution philanthropique qui visait à lutter contre la pauvreté par un outil qui était le livret d'épargne, qui est maintenant le livret A. Donc, vous voyez que c'était déjà une innovation sociale à l'époque, et même encore aujourd'hui, autant on a l'ESS de notre clientèle, mais on est aussi la première banque, par exemple, des hôpitaux publics ou la première banque des personnes protégées. Et ça aussi, c'est des actions à impact. Donc, finalement, quand on parle d'impact, c'est important d'identifier une pluralité d'acteurs et puis de se dire, est-ce que ces acteurs, ils ont une dimension d'intérêt général? Et déjà, pour un financeur, c'est une façon d'accepter peut-être qu'une certaine typologie de projets vont avoir une rentabilité moindre. Mais pourquoi? Parce qu'ils consacrent une partie de leur objectif à mener de l'impact, avoir de l'impact social ou environnemental. Alors, juste pour poursuivre en se présentant, mais finalement, ça va être une philosophie qu'on va partager avec certaines autres banques coopératives. L'idée, c'est qu'on va collecter un certain nombre de dépôts de nos clients, donc par des parts sociales, par des comptes sur livret, par des assurances-vie, et que finalement, cet argent, cette épargne, on va la réinvestir dans le territoire. Donc, c'est un peu le circuit court de l'argent, l'économie circulaire de l'argent. On va les réinvestir sur des projets à impact, notamment donc l'économie sociale et solidaire, mais aussi les projets de particuliers, de professionnels ou d'entreprises, ou les collectivités locales, logement social, qui pour nous sont aussi des clientèles importantes. Et donc, simplement, pour vous indiquer que
nous, on s'intéresse aussi à cet impact et on a aussi travaillé sur une mesure de l'empreinte socio-économique de notre groupe. Alors, l'économie sociale et solidaire, vous dire aussi que nous, on traite toutes les clientèles, quels que soient les statuts et quels que soient les secteurs. Ça veut dire que ça fait aussi une pluralité d'acteurs et quand on s'intéresse à l'impact, il y a évidemment des spécificités sectorielles à prendre en compte et c'est pour ça qu'il faut aussi, je pense, que vous soyez accompagnés par des banquiers qui connaissent bien votre typologie, que ce soit votre statut ou le secteur dans lequel vous intervenez. Et puis simplement vous dire aussi que la Caisse d'épargne, c'est aussi un acteur qui est en partenariat avec une pluralité de fédérations ou de réseaux d'accompagnement. Là, je les ai indiqués ici, mais qu'une de nos activités, ça va être aussi justement pour certains acteurs de les mettre en connexion avec un certain nombre de réseaux. Évidemment, vous voyez que l'Avise est bien présente. Je pense aussi à France Active. Je pense aussi aux chambres régionales de l'ESS, mais plus globalement à beaucoup de fédérations qui peuvent aussi accompagner chaque acteur sur les sujets d'impact. Et plus globalement, je pense que c'est important de ne jamais rester seul dans son projet, mais bien être accompagné. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Juste en effet, les slides ne défilent pas, nous, sur le webinaire. Alors, de toute façon, je rassure les participants, nous vous transmettrons évidemment les informations. Ça, c'est bien embêtant. Alors, oui, désolée de t'interrompre et d'avoir un peu tard. Là, c'est bon. De cette histoire. Alors bon, là, vous les voyez défiler quand je me mets sur... j'enlève le... Oui, là, c'est bon. Voilà, c'est dommage parce que j'aimais bien ce circuit court de l'argent. Je le trouvais assez joli. Représente-les si tu prends quelques minutes. Non, voilà. Donc je vous ai parlé de ce circuit court de l'argent, de l'épargne. Je vous ai parlé de la pluralité des secteurs. Et je vous ai parlé des partenaires et notamment de l'Avise parmi ces partenaires de référence pour nous. J'en profite, je poursuivrai juste après. Et puis simplement, évidemment, vous dire que une banque, c'est des acteurs qui vous accompagnent sur toute la pluralité de vos besoins et que nous, en tant que caisse d'épargne, on s'appuie sur les expertises du groupe BPCE pour répondre à ces besoins de nos clients. Alors, juste 2 petits points d'attention dans cette introduction. D'abord, j'aimais bien ce paragraphe qui figure dans l'atlas de l'ESS qui est réalisé par l'Observatoire national de l'ESS chez ESS France et qui, dans un paragraphe introductif, disait mais finalement, on a souvent parlé d'organisation de l'ESS, de structure de l'ESS. Nous, dans notre ouvrage, on va parler d'entreprise de l'ESS. Pourquoi ? Parce que finalement, la loi française, elle définit l'entreprise comme la plus petite combinaison d'unités légales organisées pour produire des biens ou des services. Donc finalement, rien ne dit qu'une entreprise, elle doit être lucrative ou pas, et qu'une structure de l'ESS, bien souvent, elle embauche des personnes, elle paye des salaires tous les mois, elle est immatriculée, et donc on peut considérer que c'est une entreprise de l'ESS. Et par ailleurs, je vous ai mis aussi cette définition de la notion d'impact social telle qu'elle est portée par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Je ne reviendrai pas dessus parce que je sais que ça va être aussi l'objet du webinaire, mais simplement pour vous dire que quand on allie ces deux définitions, ces 2 points, on se rend compte que finalement, l'impact social, ça va être l'élément clé qui va différencier une structure de l'ESS par rapport à une entreprise classique. Donc finalement, avoir une attention à son impact, l'évaluer, c'est aussi vraiment affirmer son identité et affirmer qu'on appartient à ce champ de l'économie sociale et solidaire, qu'on appartient à ce champ de l'utilité sociale et c'est donc dès le début être sur son identité, sur ses valeurs et sur l'objet de son projet. Et nous, en tout cas, en tant que banque, l'important, ça va être aussi de se dire comment, en tant que structure de l'ESS, on va pouvoir s'approprier tous les outils qui vont être accessibles aux entreprises, classiques, donc un certain nombre d'aides, mais un certain nombre de dispositifs de financement, mais que ces outils, on va pouvoir les mobiliser sans perdre de vue nos spécificités, notre stratégie et notre identité d'entreprise de l'ESS. Donc, comment on va concilier ça avec la recherche de l'impact social ? Ça me paraît quelque chose d'indispensable.
Et puis, pour conclure cette introduction, quand même quelques éléments sur le pourquoi finalement est-ce qu'on évalue, quels sont les enjeux. Donc d'abord, démontrer son utilité sociale, c'est démontrer que son activité elle est utile pour la société. Et ça, souvent, ça permet de bénéficier d'un certain nombre de financements ou d'accompagnement spécifiques. Et donc souvent, aujourd'hui, on a de plus en plus de ressources de financement qui sont liées aux résultats. Donc bien sûr que le modèle économique de la structure va être directement concerné par le niveau d'atteinte d'un certain nombre d'objectifs d'impact. Donc clairement, nous, en tant que financeurs, on va se demander est-ce que le modèle économique il est valide, est-ce qu'il est viable et est-ce que les objectifs, par exemple, de développement, les ambitions, elles sont réalistes. Tout ça, ça va être du coup étroitement lié aux enjeux de mesure de l'impact. De la même façon, évaluer son impact, c'est aussi mieux piloter son projet et les résultats qui y sont liés. Donc, comment on améliore sa performance, comment on s'interroge sur son efficacité, ça veut dire que pour nous, évaluer son impact, c'est aussi être un gage d'une meilleure gestion, d'un meilleur suivi. Et donc, clairement, ça va être se dire la structure, elle va être bien gérée, donc il y aura un moindre risque, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un certain nombre de financeurs, et notamment de banques, quand ils vous prêtent de l'argent, ils vont vouloir mesurer le risque pour être aussi remboursé de cet argent. Donc, un acteur qui peut parler de son impact et expliquer tous les outils de mesure d'impact, ça va être un gage de bon pilotage et ça va être un gage donc de meilleure qualité du projet et donc de moindre risque. Et puis pour le financeur, je vous l'avais dit, ça va permettre aussi donc, de caractériser ce projet, peut-être d'adapter la rentabilité attendue, hein, si on est sur des structures d'utilité sociale. Et puis ça va permettre aussi de parler stratégie avec le porteur de projet, comment je peux l'accompagner plus globalement dans une vision 360. Ça, c'est très important pour aussi positionner le financeur un peu comme un partenaire. Pourquoi pas un partenaire qui peut aussi nous mettre en relation avec d'autres partenaires de l'écosystème. L'Avise pilote notamment le réseau de la communauté émergence et accélération. Donc ça, nous, on travaille beaucoup avec ces acteurs, ces incubateurs, ces accélérateurs dans les territoires. Ça peut être aussi vous mettre en relation avec ces acteurs. Mais comme je vous le disais, nous, on finance aussi des collectivités qui sont de plus en plus locales, qui sont de plus en plus intéressées par notamment les clauses sociales dans la commande publique. Et ben, si on est capable de mettre en avant que certaines entreprises sociales, elles ont de l'impact en plus des services qu'elles fournissent, ça peut être intéressant pour des collectivités territoriales qui vont être exigeantes sur leurs fournisseurs, de la même façon que de plus en plus d'entreprises aussi sont exigeantes dans leurs achats responsables. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire en introduction. Et évidemment, nous, on sera heureux si on soutient des projets à impact, de pouvoir le valoriser, puisque comme je vous l'expliquais au début, c'est notre identité de banque coopérative régionale de soutenir des projets porteurs de sens sur les territoires. Et ça permet aussi de rendre des comptes à nos propres investisseurs, à nos épargnants et surtout à nos clients sociétaires. Donc, plus globalement, si un conseiller bancaire vous interroge sur votre impact, je pense que ça sera extrêmement positif. J'espère que vous pourrez lui répondre, lui donner des éléments, sachant que ça sera toujours vous qui serez l'expert de votre structure et qui vous pourrez expliquer le mieux quels sont les résultats attendus de votre projet. Merci de votre attention. Je ne sais pas si je pourrais rester toute la présentation, mais j'ai mis mon mail et je serai heureuse de répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup, Marie. Désolée pour le petit couac technique. Du coup, non, mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'on mettra en ligne tes slides de présentation avec le lien de replay du webinaire. Donc, comme ça, l'ensemble des participants pourra les regarder avec son propre rythme et retrouver ces informations. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette introduction. Bonne journée. Merci. Du coup, avant de passer à cette troisième partie qui est un décryptage sur l'évaluation de l'impact social, ce qu'on voulait vous demander avant, c'était tout simplement de savoir un peu mieux qui vous étiez, vous aujourd'hui, parmi les participants. Donc, pour ce faire, je vais lancer un rapide sondage qui comporte vraiment 2 questions. Donc, du coup, en principe, vous voyez les 2 questions. La première question, c'est tout simplement qui vous êtes finalement. Est-ce que vous êtes plutôt un collaborateur de structure de l'ESS, un acteur de l'accompagnement généraliste, un acteur de l'accompagnement spécialiste sur l'évaluation de l'impact social, un acteur académique universitaire, un réseau autre acteur de l'ESS, un citoyen, etc. N'oubliez pas de valider les réponses une fois que vous avez sélectionné.
Et la deuxième question, c'est pour savoir un petit peu plus comment vous qualifieriez votre niveau de connaissance sur l'évaluation d'impact social. Est-ce que vous connaissez plus ou moins le sujet? Donc, on vous laisse quelques secondes encore pour répondre, parce que je vois que ça va assez vite. Et puis, on pourra après afficher un peu l'ensemble des résultats. D'accord, donc avec un business school aussi. Allez, ça vote encore un petit peu, mais on est à 150 personnes votants, donc on va y être bientôt. Allez, c'est stable à peu près là à 160 participants. Je vais mettre fin au sondage, du coup, comme ça vous allez voir vous aussi les résultats qui s'affichent. Donc, du coup, de qui vous êtes finalement aujourd'hui? Donc, on a une majorité de personnes qui sont finalement collaborateurs ou collaboratrices, hein, évidemment, d'une structure de l'ESS et également un certain nombre d'acteurs de l'accompagnement qui est généraliste. Et puis, sur le niveau de connaissance sur l'évaluation de l'impact social, donc on a plutôt des personnes qui connaissent plus ou moins bien le sujet de façon théorique, mais qui n'ont pas forcément beaucoup travaillé opérationnellement sur le sujet. Super, écoutez, c'est très intéressant pour nous d'avoir ces résultats-là, puis ça nous permettra aussi un peu mieux de cibler tout simplement les réponses aux questions. Ah, voilà, je pouvais vous les partager, comme ça vous voyez vous-même un petit peu la répartition au sein de nos participants ce matin. Super. Du coup, on va repasser pour le coup plutôt au décryptage en tant que tel. Donc, je vous repartage mon écran. Donc, en fait, comme l'a évoqué Cécile en début de webinaire, donc en fait, tout simplement, ce webinaire, on le lance ce matin à l'occasion donc, de la sortie de notre nouveau guide Évaluer son impact social, qui vise à orienter et outiller tous ceux qui souhaitent se lancer dans une démarche premier pas d'évaluation de leur impact, quel que soit le stade d'avancement de leur projet, et également, ce qui est important, de façon adaptée à leurs enjeux et à leurs moyens. Donc, on ne va pas faire de vous des experts demain d'évaluation de l'impact social, mais c'est vraiment plutôt pour vous donner des premiers clés pour mener des premières réflexions en interne. Et donc, comme le disait Cécile, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous proposer des outils qui soient concrets, pragmatiques et illustrés avec un certain nombre de témoignages et de cas concrets. De façon très concrète, ce guide, il est composé de 4 parties que je vais après un petit peu plus détailler dans la suite de ce webinaire, puisque l'idée, c'est que j'appuie vraiment ce webinaire sur ce guide. Donc, tout ce que je vous raconte, vous le retrouverez dedans. Donc, on a une première partie qui est plus un peu pour se préparer avant de se lancer dans l'évaluation, sur laquelle on va passer un petit peu de temps ce matin. Et après, vous avez 3 parties par la suite qui sont vraiment un peu pas à pas, comment je me lance dans une démarche d'évaluation. Pour commencer, peut-être quand même avant, quelques repères sur l'impact social et sur son évaluation, même si Marie en a déjà dit un mot dans son introduction. Donc, en fait, nous, on trouve ça aussi crucial de s'intéresser à l'impact social, puisque tout simplement, cette recherche d'impact social ou environnemental positif, il est au cœur finalement de l'action des entreprises de l'ESS, des structures de l'ESS. Et donc, c'est essentiel d'avoir des données pour défendre justement une valeur qui serait créée par cette structure qui soit autre qu'économique et qui, du coup, mettre en avant tout simplement la valeur sociale et environnementale que vous créez. Le terme impact social, il apparaît pour la première fois plutôt dans les années 70 aux États-Unis et il se développe beaucoup dans les années 90 dans le monde anglo-saxon. Mais nous, en France, on se base du coup sur cette définition qu'a mentionnée Marie du Conseil supérieur de l'ESS, qui a été réalisée en 2011, donc qui le définit comme l'ensemble des conséquences d'une activité d'une organisation sur ses parties prenantes, qu'elles soient externes ou internes, donc bénéficiaires, usagers, clients, salariés, bénévoles, mais aussi l'ensemble des conséquences sur la société en général. Et donc, finalement, l'impact social, c'est ce qui englobe tous les changements, positifs ou négatifs, attendus ou inattendus, qui sont générés par une organisation et qui, donc, du coup, sont directement attribuables aux activités de cette organisation-là. L'évaluation de l'impact social, du coup, en fait, c'est une démarche, et j'insiste sur ce mot-là, qui consiste à comprendre, mesurer et valoriser ces changements, toujours pareil, positifs ou négatifs, attendus ou non, qui sont générés par une organisation sur ses parties prenantes et sur son environnement. Et donc, c'est se demander finalement quelles sont les conséquences de mon action et auprès de qui, en ne se limitant pas à la seule dimension économique. Pourquoi est-ce qu'on évalue son impact social? Pareil, Marie en a dit un mot, mais en tout cas, il y a beaucoup de raisons diverses et variées pour lesquelles évaluer son impact social. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, nous, on se rend compte que toute entreprise de l'ESS, elle a une appréhension de son impact. Pas forcément de façon très formalisée, pas toujours via des études très, très poussées ou rigoureuses, mais elles ont vraiment toutes une appréhension de cet impact-là. Et donc, elle sert des objectifs très différents et pas que rendre des comptes. C'est ça qui est aussi très important. Donc, par exemple, ça peut permettre de mieux comprendre son environnement dans lequel on s'inscrit et aussi les effets de son action, apporter la preuve sociale, la preuve de la valeur qui est créée,
améliorer ses pratiques en mieux comprenant ce qu'on génère comme conséquence, communiquer sur son action et alimenter un plaidoyer, pérenniser ses financements, reconnaître et valoriser le travail des équipes et également des bénévoles, et également pouvoir les motiver, puisqu'ils comprennent mieux aussi ce que leur action génère en propre, et instaurer des instances de dialogue avec ses partenaires. Pour nous, ce qui est important, c'est que l'objectif de l'évaluation, on va y revenir, il doit vraiment être pensé dès le démarrage finalement du lancement de la démarche, puisqu'en fait, elle doit vraiment servir l'évaluation à prendre des décisions stratégiques par la suite. C'est vraiment un outil d'aide à la décision, et pour ça, c'est important qu'elle soit intégrée vraiment à la stratégie et au pilotage de l'activité. C'est également pour ça qu'on dit, on y reviendra aussi, que c'est important que l'évaluation soit intégrée dans le long terme et que ce ne soit pas juste quelque chose de ponctuel, mais vraiment la réflexion, elle soit lieu tout au long de votre activité. Et comme le disait Marie tout à l'heure, l'évaluation, c'est également un enjeu du coup pour les structures qui entourent tout simplement les acteurs de l'ESS, donc les fondations, les entreprises, les pouvoirs publics ou les investisseurs, qui à la fois veulent allouer des dons ou des prêts à des entreprises qui, malgré tout, sont les plus efficaces, et puis parfois aussi pour convaincre des entreprises de créer des partenariats et de s'impliquer ensemble dans un projet. Une démarche d'évaluation, en fait, on distingue vraiment 3 étapes clés qu'on retrouve dans toutes les démarches, quelle que soit finalement la méthode que vous allez mettre en place. On va y revenir un petit peu plus tard, mais du coup, nous, on a ces 3 noms un petit peu qu'on a définis. Donc, la première étape qui est ce qu'on appelait, nous, la promesse, qui est en fait de définir l'objet de l'évaluation. En fait, ça répond à l'enjeu tout simplement qu'il est impossible de tout évaluer en un seul travail d'évaluation. Donc, c'est important de définir et de préciser ce qu'on va chercher à évaluer et finalement, quelle est la question à laquelle on va chercher à répondre à la fin de l'évaluation. C'est ce qui est la fameuse question évaluative. Je vais revenir un petit peu par la suite. La deuxième phase, qui est la phase de preuve, donc une fois qu'on a défini ce qu'on voulait évaluer, du coup, comment est-ce qu'on mesure et comment on apporte un peu la preuve de cet impact social qu'on génère. Et enfin, une troisième phase qui est tout aussi importante que les 2 premières, qui est l'appropriation des résultats qui sont communiqués. Et là, c'est à la fois du coup l'appropriation pour l'utilisation en externe, dans une optique de communication, ce qui reste quand même important, mais aussi évidemment dans une optique d'utilisation en interne. Donc finalement, comment est-ce que j'analyse les actions que j'ai menées et leurs effets, qu'est-ce qu'il faut peut-être que je change, que je modifie, que je fasse évoluer. Et donc, ces 3 grandes étapes que je vous ai présentées, en fait, ce sont les 3 grandes étapes méthodologiques qu'on a repris à travers le guide Évaluer son impact social, dont Maëlle vous a mis le lien un petit peu plus tôt. On va s'attarder un petit peu maintenant sur, un peu avant de se lancer, comment est-ce que je m'organise pour lancer ma démarche. Vous le savez, je pense, en fait, on peut soit la faire en interne, internaliser du coup la démarche, soit aussi se faire accompagner et donc externaliser tout ou partie de la démarche. On n'est pas obligé du tout de faire tout en interne ou tout en externe. Et d'ailleurs, en fait, en pratique, la plupart des démarches, elles combinent une partie internalisée et une partie externalisée. Et ça peut être soit de travailler à définir justement le périmètre de l'évaluation en interne et après externaliser toute la collecte des données pour alimenter la preuve, ou l'inverse, par exemple. Il n'y a vraiment aucune règle. C'est vraiment à vous de décider ça en fonction justement de vos enjeux, de votre contexte, de vos moyens aussi qui sont disponibles. Donc, ça dépend vraiment de votre organisation, des moyens humains et financiers dont vous disposez, et également de vos enjeux. Donc là, sur ces slides, je ne vais pas forcément passer sur tout, mais vous voyez du coup les principaux avantages et inconvénients à se faire externaliser. Donc sur l'internalisation, c'est vrai, du coup, ça limite notamment les dépenses externes et ça vous permet, vous, finalement, de peut-être plus facilement mener cette démarche avec votre bonne connaissance de votre structure et de vos enjeux. L'inconvénient, c'est que ça nécite de prendre du recul sur ces activités, sur les résultats, etc. Et il ne faut pas sous-estimer que ça prend du temps quand même, puisque vos équipes devront être impliquées dans cette démarche-là. Donc, ce n'est pas du temps, de l'argent que vous allez dépenser, mais c'est du temps passé par vos équipes qui ne pourront pas passer à faire autre chose. Et puis, sur l'externalisation, ça permet du coup de moins les mobiliser, d'avoir un cadre un peu plus contractuel qui permet d'avoir quelque chose justement plus cadré en termes de calendrier, en termes de livrables. En revanche, évidemment, ça nécessite un budget dédié qui est variable selon les différents accompagnements. Au niveau justement des moyens à allouer et du temps à prévoir, nous, ce qu'on recommande sur les moyens à allouer, c'est maximum 15% du budget du projet ou de l'activité que vous évaluez, tout simplement parce qu'il ne faut pas en fait que ce travail d'évaluation mette en péril le déroulé de votre activité, votre projet. Et donc, il ne faut pas que ça soit une part trop importante non plus par rapport au budget que vous dédiez à la réalisation pure et dure des activités. Sur la temporalité, nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'est généralement au moins 6 mois. Plus souvent, ça dure de 1 à 2 ans, toujours encore une fois, selon l'ambition, les ressources ou les moyens dont vous disposez. Et ce qui est important, c'est que ça peut vraiment être lancé à toute étape de la vie d'un projet ou d'organisation,
Dans l'idéal, dès la création, en fait, dès qu'on crée une structure, on peut se poser vraiment la question de c'est quoi les impacts que je pense générer, comment est-ce que ça fonctionne, et puis finalement, est-ce que mon action, elle répond bien aux objectifs que je me suis fixés. Et donc, sur l'évaluation, c'est important aussi de se dire que c'est vraiment l'idée de l'intégrer dans un temps long. C'est aussi pour ça que les démarches prennent du temps. Tout simplement parce qu'il y a quand même un temps à prévoir d'acculturation et de préparation des équipes et des différentes parties prenantes. Et aussi parce qu'il y a toujours un délai finalement entre les actions qu'on met en œuvre et les impacts qu'on peut identifier et qu'on peut constater suite à la mise en œuvre de ces actions. Dans tous les cas, en tout cas, c'est important à chaque fois de bien identifier les ressources qui sont disponibles, les potentielles contraintes de vos projets. Est-ce qu'il y a une échéance stratégique? Est-ce qu'il y a un conseil d'administration? Est-ce que vous avez ou pas un budget qui peut être dédié ou qui peut être demandé à un partenaire? Est-ce que vous avez d'autres personnes ou d'autres ressources ou d'autres structures qui peuvent vous appuyer là-dedans pour bien cadrer un petit peu tout ça? Une fois qu'on a dit ça, en fait, comme l'a dit Marie, il y a aussi des acteurs qui peuvent vous accompagner sur ce sujet. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui existent selon les besoins. Je ne vais pas tous les passer là-dessus, sachant que du coup, si ce n'est pas déjà le cas, vous aurez le lien dans le chat, mais on a réalisé début de l'année une cartographie des acteurs de l'évaluation de l'impact social, donc qui justement vous permet d'identifier en fonction de vos besoins quels sont les acteurs que vous pouvez solliciter. Donc, j'en cite quelques-uns, mais par exemple, dans tout ce qui est sur l'information, vous pouvez notamment vous rendre sur le Centre de ressources nationales sur l'évaluation de l'impact social que nous animons à la VISE. Côté formation, par exemple, il y a le MOOC Évaluation et mesure de l'impact social qui est animé par l'ESSEC, qui est gratuit, qui permet un bon premier niveau d'acculturation. Il y a également des modules d'acculturation qui sont proposés par des acteurs plus généralistes de l'accompagnement, donc par exemple les incubateurs de l'ESS qui ont parfois intégré ça dans leur programme. Et après, pour faire accompagner pas à pas, il y a encore une fois plusieurs modalités aussi qui sont possibles. Il y a des programmes dédiés qui existent. Par exemple, le programme Size Up qui est porté par Entropia ESSEC et Ronalpia, qui accompagne les structures de l'ESS dans l'évaluation de leur impact social. Le dispositif local d'accompagnement qui accompagne pour le coup plus globalement les structures de l'ESS sur leur consolidation peut aussi accompagner sur un premier niveau sur l'évaluation de l'impact social. Donc ça, c'est un dispositif qui est financé par l'État, donc qui est gratuit pour les structures de l'ESS, qui est présent dans vraiment tous les départements. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'antenne départementale la plus proche de chez vous. Et puis après, il y a d'autres, évidemment, modalités, s'appuyer sur du bénévolat de compétences, faire appel à des étudiants ou des doctorants, et puis évidemment, faire appel à un cabinet de conseil spécialisé sur le sujet qui, pour le coup, pourra vraiment vous accompagner pas à pas sur l'ensemble de votre démarche. Il y a également un certain nombre d'acteurs académiques qui travaillent vraiment sur le sujet, comme l'Institut Jean-Baptiste Gaudin ou le laboratoire Évaluation et mesure d'impact social de l'ESSEC. Et donc, les coûts d'accompagnement sont variables en fonction de ces acteurs, aussi évidemment en fonction de l'accompagnement qui vous proposez de façon plus détaillée. Donc ça, c'était vraiment pour toute la première partie qui comment est-ce qu'un peu je me lance. Avant de passer un petit peu au témoignage, on trouve intéressant de revenir sur les différentes étapes que je vous ai présentées des différentes étapes de la démarche d'évaluation pour voir un peu quels étaient les enjeux pour chacune. Donc, si on revient sur la première étape, qui est l'étape de la promesse, donc en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, il est impossible de tout évaluer de manière exhaustive. On est obligé de faire un choix sur ce qu'on va évaluer et le prisme un peu d'évaluation qu'on va prendre pour que ça soit pertinent et que ça soit quand même relativement complet sur une question. Et donc, pour ça, ça se fait notamment dans 3 grandes étapes. Donc, le premier qui est un peu définir l'enjeu de votre évaluation. Est-ce que vous cherchez plutôt à améliorer votre projet, à motiver vos équipes, à construire un plaidoyer, à rendre compte à des financeurs? Vraiment, cet enjeu-là, ça va orienter, on va le voir par la suite, un peu la méthode que vous choisirez pour évaluer votre impact social. On a une deuxième phase qui est après un petit peu ce qu'on appelait nos cartographies des impacts attendus. Donc, c'est un petit peu plus reposé sur le papier finalement, mon activité, quels sont les impacts que je pense qu'elle génère, sur qui. Et puis après, il faudra sélectionner sur lesquels on va prioriser l'évaluation. Et puis enfin, ce qu'on appelle la question évaluative, choisir cette question-là qui va être finalement, voilà, quelle question l'évaluation va répondre et qu'est-ce que je veux voir à travers cette évaluation. Toutes ces étapes-là, du coup, en fait, vous trouverez beaucoup de détails dans le guide, vraiment pas à pas sur ces 3 niveaux-là. Donc, vous retrouverez les enjeux stratégiques possibles pour une évaluation, une méthode pas à pas pour identifier les effets de votre activité et des exemples de questions évaluatives. Sur la deuxième étape, qui est celle de la preuve, donc là, c'est une fois qu'on a défini ce qu'on voulait évaluer, c'est finalement, il faut quand même le quantifier, le qualifier pour justement évaluer ce changement. Et donc, pour ça, ça se fait également en 3 étapes. Donc, la première qui est vraiment de choisir la méthodologie que vous allez mettre en œuvre pour votre évaluation, donc qui dépend aussi vraiment de ce que vous allez évaluer, donc du périmètre que vous avez défini juste avant. Ensuite, toute la phase de définition des indicateurs, qui est assez significative. Et puis après, justement, la collecte des données. Et puis du coup, quels outils je vais mobiliser, qui va aller collecter les données, à quel moment, auprès de qui.
Et donc, encore une fois, dans le guide d'évaluation d'impact social, vous retrouvez du coup des clés pour choisir quelle méthode est la plus pertinente à mobiliser pour votre évaluation, une présentation des différents types d'indicateurs qui existent, une méthode pas à pas pour les définir et également des exemples de référentiels qui existent, et puis une méthode pas à pas pour organiser votre collecte de données et des conseils sur les principaux outils existants. Et enfin, sur la troisième phase, qu'il ne faut pas sous-estimer, l'idée vraiment, c'est que l'évaluation, elle vous permette de prendre donc les décisions, mobiliser vos parties prenantes et puis convaincre potentiellement de nouveaux partenaires et donc développer votre activité. Et donc, pour cela, une fois que vous avez collecté vos données, il y a une première étape qui consiste quand même à analyser les données et puis du coup interpréter les résultats. Utiliser ces résultats, donc comme je vous le disais, soit plus dans une perspective externe, dans une perspective de communication, soit en interne, donc plutôt là pour améliorer votre projet. Et puis, dernière étape importante, c'est aussi de faire vivre la démarche d'évaluation au sein de votre structure. L'idée étant encore une fois que l'évaluation, ce ne soit pas un exercice ponctuel, mais ça puisse vous aider en continu à bien évaluer justement votre activité. Est-ce qu'elle correspond à, la vision que vous vouliez déployer? Est-ce que les objectifs que vous avez fixés sont atteints, etc., etc. Et donc, encore une fois, dans le guide, vous retrouverez du coup une méthode pas à pas pour analyser vos données et interpréter les résultats, des conseils justement et des éléments pour vous appuyer dans l'utilisation des résultats, que ce soit en interne et en externe. On a également quelques exemples de rapports de communication sur l'évaluation de l'impact social. Et puis des conseils pour faire vivre votre démarche d'évaluation. C'est un guide assez conséquent, assez complet, mais vraiment, du coup, vous pouvez trouver l'ensemble de ces données dans ce guide. Voilà, donc ça, j'en ai terminé pour la partie un peu décryptage et théorique. Du coup, pour poursuivre, pour que ça soit plus concret et que vous puissiez aussi avoir des retours d'expérience de projet, on a la chance d'avoir ce matin donc Laetitia Arrulier, chargée d'innovation sociale chez Habitat des Possibles, et Cine Meignet, qui est directrice partenariat et développement chez Revel. Donc, je vais vous inviter à allumer vos caméras. Moi, je vais arrêter le partage de mon écran. Et donc, du coup, je vais leur poser quelques questions pour que vous puissiez tout simplement découvrir les travaux qu'elles ont menés sur l'évaluation de l'impact social. Donc, peut-être déjà pour commencer, tout simplement, je vais demander à chacune d'entre vous de pouvoir nous présenter quand même rapidement votre structure et peut-être justement le contexte de l'évaluation, pourquoi vous êtes lancée. Peut-être Laetitia, je te laisse commencer cette première question. Ok, merci, bonjour à tous. Donc, merci encore pour cette invitation et aussi, c'est avec grand plaisir qu'on a pu participer au guide. Voilà, donc merci aussi pour cette participation. Alors, je vais présenter l'association Habitat des Possibles. C'est une association qui a été fondée en 2016 en Gironde par un groupe de citoyens. Et l'objectif de notre association est d'accompagner les communes rurales à la création d'habitats partagés et accompagnés pour les retraités, et avec une démarche participative des habitants du territoire, et ce, à toutes les étapes du montage du projet. L'idée de notre association, au niveau, on va dire, du projet associatif, c'était vraiment de pouvoir contribuer à un changement de regard porté sur la vieillesse et aussi sur la ruralité, c'est-à-dire redonner aux retraités une place centrale au cœur de la vie de la cité, avec la création de ces habitats qui sont situés en centre-bourg et qui vont finalement participer à la redynamisation des territoires. Donc, avec ces projets qui sont faits pour et par les retraités eux-mêmes. Donc, en gros, nos habitats partagés et accompagnés se caractérisent par des espaces privatifs type studio, et des espaces partagés, et donc qui sont définis à travers des ateliers participatifs. Donc, plusieurs années, mois en amont de l'ouverture du projet. Donc, c'est un accompagnement et aussi au cheminement de ces retraités dans ce questionnement par rapport à leur projet de vie et à leur possible entrée pour aller vivre dans l'habitat. Et ensuite, nous accompagnons de façon, on va dire, très discrète, ponctuellement, les retraités dans l'habitat selon leurs demandes, peut-être pour faire de la médiation ou les outiller aux prises de décision, et pourquoi pas les orienter aussi vers les ressources du territoire. Voilà pour la présentation. Est-ce que je vais un peu plus loin sur le contexte du coup, comment on est parti sur cette mesure d'impact? Oui, je ne remets pas ma caméra, mais peut-être juste sur le pourquoi, en fait. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Ok, donc du coup, en 2019, l'association a lancé une démarche d'évaluation de son impact social. Donc, pour répondre, je vais dire, à un double enjeu. Donc, d'un côté très pragmatique, vous l'avez bien dit en amont, il y a aussi des attentes de la part des financeurs pour mettre en avant sa spécificité. Et finalement, comme le disait Madame Marie Leclerc-Bruand, affirmer aussi notre place dans le domaine qu'on souhaitait aussi développer. Et puis d'un point de vue plus militant, un enjeu plus militant, j'allais dire, prouver aussi ce que l'on avance.
Voilà, c'est vrai que c'est un projet au départ qui pouvait sembler utopique, et c'est une chose, mais c'est ce qui a aussi porté, j'allais dire, l'association, mais prouver que l'on ne se complaît pas dans ce que l'on dit, qu'on est des professionnels, qu'on a des expertises et voilà, qu'il y a un impact potentiel sur la vie des personnes et on avait envie de le prouver, et de montrer, voilà, que nos actions aussi pouvaient être à contre-pied, des actions impliquant des retraités, c'est-à-dire, voilà, leur permettre, on va dire une conviction forte, c'était de permettre, à chacun, chacune de pouvoir être acteur ou actrice de la société, quel que soit son âge, son lieu et son niveau de vie. Voilà, donc finalement, la démarche, on l'a lancée pour affirmer, la qualité de notre posture et de ce travail, citoyen. Merci beaucoup, Laetitia. Du coup, Sine, je te laisse présenter peut-être du côté de Révèle. Oui, très bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, Sine Meignier, je travaille pour l'association Révèle. Et donc, en fait, l'association Révèle, nous, on propose des programmes d'accompagnement à la construction du projet professionnel pour des jeunes femmes en fait, qui sont âgées de 14 à 20 ans et majoritairement issues de quartiers populaires pour qu'en fait, elles puissent s'affranchir du triple déterminisme qu'elles subissent, qui sont des déterminismes sociaux, de territoire ou de genre. Et donc, du coup, nous, notre pédagogie, en fait, s'appuie vraiment sur 3 piliers qui sont de venir renforcer la confiance en soi, d'ouvrir le champ des possibles et de favoriser ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Et donc, on a différents programmes d'accompagnement, dont un qui est un peu le programme phare de l'association, qui s'appelle le programme Révèle ton potentiel, qui est un programme d'accompagnement de 5 mois, où ces jeunes femmes, en fait, toutes ces jeunes femmes passent par ce programme quand elles intègrent l'association. Et donc, en fait, elles vont être accompagnées par toute une équipe de coachs sur 5 mois, comme je le disais, où elles vont commencer par une semaine intense, où elles vont avoir des ateliers, elles vont avoir un coaching individuel, une journée en entreprise, elles vont faire des rencontres avec des femmes bénévoles qu'on appelle des rôles modèles. Et puis ensuite, elles vont être suivies sur ces 5 mois avec des coachings individuels, des coachings collectifs, etc. Toujours pour lever les freins parfois qu'elles peuvent rencontrer dans la mise en place de leur projet professionnel. Et donc, en fait, nous, la mesure d'impact qu'on a réalisée avec le cabinet EXIST s'inscrivait en fait dans le cadre du tremplin asso de l'ANCT. Donc, l'ANCT, c'est l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et donc, en fait, on a été lauréate en 2019 et donc, on a pu bénéficier d'un soutien à la fois financier et aussi un accompagnement dans lequel, du coup, s'inscrivait cette mesure d'impact entre 2019 et 2021. Et donc, en fait, nous, cette mesure d'impact, elle s'inscrivait vraiment, en fait, à un moment assez clé du développement de l'association. Parce qu'on avait déjà fait une phase de test où on avait dupliqué ce programme Révèle ton potentiel en Île-de-France. Et en fait, là, via le projet présenté à l'ANCT, on avait pour ambition en fait d'essaimer ce programme en région en ouvrant une antenne à Lyon. Et donc, en fait, la mesure d'impact, en fait, était vraiment axée sur 3 axes. Il y avait à la fois de nous accompagner sur une évaluation, en fait, interne pour améliorer notre cadre d'auto-évaluation, donc vraiment de co-construire un référentiel d'auto-évaluation pour permettre à la fois déjà de clarifier les impacts, de traduire aussi tous les indicateurs qu'on avait et puis un accompagnement de la part du cabinet pour analyser ces indicateurs-là. Donc, du coup, Louise t'en parlait un moment dans ta présentation. Donc, il y a eu vraiment ce travail-là. Et puis ensuite, il y a eu une évaluation plus externe, du coup, sur 2 sujets qui étaient à la fois donc, évaluer le programme Révèle ton potentiel et puis d'évaluer aussi les dynamiques en fait, partenariales qu'on a dans les territoires. Et donc ça, c'était vraiment très important pour nous à ce moment-là parce que comme on allait arriver dans un nouveau territoire, il fallait aussi pouvoir montrer aux financeurs, mais aussi aux structures prescriptrices qui sont sur les territoires de la pertinence de nos programmes et de pourquoi en fait c'était important de les implanter en région lyonnaise. Donc c'est comme ça que nous, on a en tout cas démarré
cette mesure d'impact. Donc, je ne sais pas si du coup Laetitia ou Louise voulez rajouter quelque chose. Non, je vais peut-être juste, du coup, une deuxième question qui était plutôt justement sur comment vous êtes pris, comment vous êtes organisé. Donc, tu as commencé à y répondre. Peut-être que tu peux enchaîner sur cette question-là un peu plus en détail. L'organisation interne, l'accompagnement que tu as évoqué déjà par le cabinet existe, puis les outils que vous avez mobilisés, tout ça. Complètement. Et du coup, alors il y avait en fait déjà une organisation, on va dire, un peu plus générale, qui a vraiment été mise en place sur toute la durée du projet. Alors, nous, on a commencé vraiment par une réunion de lancement qui, je pense, est essentielle, où on a en fait réuni autour de la table en fait nos parties prenantes. Donc, on avait à cette première réunion, on avait convié à la fois des bénéficiaires du programme Révèle ton potentiel, des bénévoles, donc les rôles modèles qui interviennent régulièrement dans nos actions. On avait aussi des entreprises partenaires, on avait des coachs, parce que donc, les coachs sont celles qui vraiment facilitent toutes nos activités, et puis des membres de l'équipe Révèle. Et en fait, ça nous a vraiment déjà permis de préciser la démarche d'accompagnement et les livrables aussi qu'on attendait, et puis de clarifier les impacts, les gros impacts que identifiait chacune des parties prenantes. Donc ça, c'était vraiment la première grosse étape. Et ensuite, on a fait une revue de presse finalement où on a partagé tous nos documents à la fois d'évaluation, parce que chez Révèle, on avait tendance à beaucoup évaluer et collecter beaucoup de données. Donc voilà, il fallait un peu mettre à plat tout ça. Il y avait aussi le partage des tableaux de suivi, mais aussi en fait tous les documents de présentation à la fois du programme Révèle ton potentiel, de la pédagogie Révèle, de l'association, des documents aussi plus sur des réflexions stratégiques où en était l'association aujourd'hui, pour qu'en fait le cabinet de mesure d'impact puisse vraiment s'imprégner des enjeux et du programme. Donc, il y a eu cette grosse phase en fait, de partage de documents. Et puis, en fait, nous, tout au long du projet, comme c'était une mesure d'impact qui se faisait dans le cadre du prix, du lauréat Tremplin Asso avec la NCT, on avait des comités de pilotage tous les 6 mois qui permettaient en fait de faire un peu un état des lieux, des avancées justement sur le projet de mesure d'impact et s'il y avait des freins ou voilà, des choses qui étaient plutôt positives à partager. Sinon, après, pour être un peu plus dans le détail, par rapport à comment on s'est organisé à la fois donc comme je vous disais tout à l'heure, nous, il y avait à la fois la co-construction d'un référentiel d'auto-évaluation et puis cette mesure d'impact externe sur le programme en lui-même. Donc, pour le référentiel, c'était vraiment l'organisation de groupes de travail en interne et puis sur différentes thématiques finalement. Et puis ensuite, l'évaluation externe sur le programme Révèle ton potentiel. Là, en fait, nous, on avait décidé avec le cabinet qu'elle puisse suivre une promotion. Donc, elles ont suivi la promotion Révèle ton potentiel d'octobre 2020, à la fois en Île-de-France et à Lyon. Donc, elles ont eu en fait elles ont pu faire des visites d'observation, des visites de terrain où elles ont pu observer la semaine du programme. Et puis ensuite, elles ont pu à différents temps, comme c'est un accompagnement de 5 mois, participer à d'autres activités pour que elles puissent aussi voir en fait la progression auprès des bénéficiaires. Ensuite, parmi ces 2 promotions, on avait identifié différentes jeunes filles que en fait, le cabinet existe à interviewer à plusieurs reprises en fait, sur une année. Donc, au début de leur accompagnement, à 6 mois et à 1 an. Elles ont également interviewé des coachs pour avoir un peu aussi leur ressenti sur la pédagogie, sur comment ça se passait, etc. Et puis également des anciennes participantes qui, du coup, restaient actives dans l'association, mais qui avaient, elles, participé au programme Révèle ton potentiel quelques années auparavant. Et donc là, il y a eu à peu près 40 entretiens
réalisés et à côté de ça, en parallèle, on envoie des évaluations à chacune des bénéficiaires avant le programme, à 5 jours après le programme et à 5 mois pour quand elle clôture l'accompagnement. Et donc, du coup, ce questionnaire-là, finalement, on l'avait construit avec EXIST et donc on leur a en fait… on a pu l'envoyer à toutes les participantes et on a eu une centaine du coup, de résultats. Donc, en fait, toutes ces visites, les entretiens et le questionnaire ont permis en fait, de construire la mesure d'impact. Voilà, du coup, pardon, j'ai un petit peu trop parlé. Je laisse la parole à Laetitia. Vas-y, Laetitia, je vais te passer la parole. Merci beaucoup, Simon. Ok, merci. Alors du coup, pour continuer, alors comment du coup voilà, on a pu mettre en œuvre la démarche d'évaluation au sein de notre association. Donc, les travaux ont pu être principalement menés en interne grâce notamment à mon recrutement en tant que chargée d'innovation sociale et aussi à un financement ponctuel qu'on avait obtenu de la part de Malakoff Humanis. Et donc, l'objectif, dans le cadre de ce financement, en tous les cas, c'était de proposer une méthodologie qui soit duplicable pour d'autres porteurs de projets d'habitat partagé et accompagné, notamment dans le cadre du réseau national de l'habitat partagé et accompagné, le réseau APA. Et puis, en interne aussi, il s'agissait d'acculturer les parties prenantes à cette évaluation, voilà, dans le sens aussi de pouvoir mener une démarche d'auto-évaluation qui puisse s'inscrire au long cours dans notre fonctionnement. Ça, j'y reviendrai après. Au niveau méthodologique, alors comment on a procédé? On est parti, on va dire, des textes, des recommandations nationales qui sont produites notamment par la VIGE, le Labo de l'ESS et la FONDA. Et on a donc, on va dire, potassé et assimilé ces recommandations, et on a très vite ce qu'on a dégagé qui nous a parlé par rapport déjà à notre posture associative, c'était la démarche participative et l'implication des parties prenantes, notamment pour cette partie voilà, de la promesse, pour définir ensemble ce qui compte. Et donc, grâce à des questionnaires en ligne, mais surtout via des ateliers sous la forme de focus group, on a pu, on va dire, prédéfinir, dégager des critères, des indicateurs d'évaluation, à la fois avec les bénéficiaires, donc les retraités qui participaient à nos projets d'habitat, les bénévoles de l'association, qui sont principalement des bénévoles, on va dire, de compétences qui sont dans les 3 champs, on va dire, de notre association, donc on va dire l'axe social, l'axe BTP Habitat et l'axe plus ESS. Également, les salariés ont participé et aussi quelques, on va dire, ceux qui font partie de l'écosystème qui est très local autour des projets, c'est-à-dire les acteurs du territoire ou les élus. Donc, on était à peu près à une quarantaine de personnes qui ont répondu, qui ont participé à ce temps-là. Puis, en parallèle, on avait constitué un comité de pilotage pluridisciplinaire qui allait avoir un rôle consultatif, vraiment pour nous accompagner dans la démarche. Donc, ce comité de pilotage est composé d'universitaires ou d'anciens universitaires donc dans des domaines assez pluridisciplinaires, donc sociologie de l'habitat, psychogérontologie, sciences économiques. Nous avons aussi des représentants du monde associatif et des financeurs du projet pour qu'ils puissent aussi amener leur regard en termes d'orientation de ce qui aussi peut les intéresser. Et finalement, il y a 2 choses qui se sont dégagées assez vite de cette étape-là. À la fois qu'il fallait être aussi dans une démarche, parce que du coup, à l'échelle, on était vraiment avant l'ouverture des maisons, donc on va dire 2 périmètres d'évaluation. Le périmètre de notre accompagnement, ce qu'on propose tout en amont de l'ouverture, donc tous ces ateliers participatifs voilà, de définition du projet d'habitat, tant du point de vue architectural que du versant du projet de vivre ensemble. Et ensuite aussi, avoir un périmètre d'évaluation qui concerne après l'ouverture, c'est-à-dire une fois que donc, les personnes habitent dans la maison, et notre accompagnement également. Donc, on a vraiment déterminé ces 2 axes-là. Et puis aussi, donc, très humblement, dire aussi que, voilà, comme c'était assez nouveau, et rester dans une posture, dans une démarche qui soit avant tout descriptive et exploratoire, vraiment décrire le parcours des personnes dans la maison. Voilà, donc vraiment, il y avait cette approche-là. Et puis quand même, ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, Louise, dans la présentation, il s'agissait aussi de prioriser, on ne pouvait pas tout regarder. Donc là, aujourd'hui, par rapport aux objectifs, au stade où on était, quels sont les objectifs et
qu'est-ce qu'on priorise? Parce que c'est vrai que dans cette démarche participative, on avait dégagé pas mal de choses et il fallait aussi prioriser. Et donc, j'allais dire, c'est aussi l'intérêt de ce travail avec un comité de pilotage, c'est que voilà, on a pu aussi faire ensemble des choix à ce moment-là. Donc, en 2020, on a pu valoriser les premiers résultats, donc plutôt centrés sur la phase amont, avant l'ouverture du projet. Donc, autour de l'apport de la démarche participative, on a concrètement demandé aux personnes qui participaient en quoi ça a impacté sur eux le fait de participer, quelles étaient leurs motivations à participer à ces ateliers, à ce projet citoyen en fait. Et voilà, donc ça c'est la première chose qu'on a pu un peu dégager. Et là, depuis début 2022, on a travaillé plutôt sur le temps de la preuve, donc préparer, opérationnaliser nos indicateurs avec un comité de pilotage maintenant encore un peu plus élargi. Voilà, parce que c'est vrai que c'est aussi des questions qui intéressent. Et, donc voilà, donc pour être prêt, puisque notre premier habitat ouvre là le 25 juin à l'Estiac-sur-Garonne en Gironde, donc pour être prêt, voilà, être là maintenant dans ce temps de phase de recueil. Voilà pour cette partie-là. Merci beaucoup, Laetitia. Du coup, je vais te laisser la parole, sachant qu'en plus, vous devez nous quitter vers 10h15. Peut-être, du coup, c'était quoi les principaux apprentissages, peut-être, d'avoir lancé cette démarche-là? Alors, sans doute quelques résultats que vous pouvez peut-être nous partager, mais vous, après, en tant que projet, en tant que structure? Alors, au niveau plus, effectivement, des résultats, il y a des effets, on va dire, non attendus ou non, des résultats qui nous ont aussi étonnés, notamment sur les bénéficiaires et notamment justement sur ce que je vous parlais juste avant, ce qu'on a fait en 2020, on a été questionner les retraités qui participaient aux ateliers participatifs sur leur motivation à s'impliquer dans cette démarche. Et on a vraiment identifié plus qu'une dimension individuelle qui servait leurs propres intérêts pour moi, pour mon futur, voilà, pour son propre projet de vie. En fait, on a été étonnés que c'était vraiment plutôt la dimension sociétale qui ressortait, la motivation à s'impliquer, dans le sens de vraiment, pour eux, leur principale motivation, c'était finalement de participer à un projet citoyen de bien commun. Et ça nous a semblé très intéressant, ce résultat, pour pouvoir illustrer aussi cette posture engagée citoyenne des retraités, qui est souvent à contre-courant des idées reçues, dans le sens que on a plutôt tendance, dans les actions proposées sur cette cible de bénéficiaires, plutôt à proposer des choses où on les met dans des postures passives. Et là, on montre bien que voilà, le sens commun, enfin la dimension sociétale, c'est une de leurs motivations à s'impliquer. Donc, on trouvait ça vraiment très, très intéressant. Après, au niveau, on va dire, plus du collectif, de l'association, les temps de co-construction ont été vraiment alors, à la fois pour les salariés, pour les bénévoles, pour les bénéficiaires, enfin, j'allais dire un peu pour tout le monde, ça a été vraiment des moments de prise de recul, mais aussi de redonner du sens au collectif, voilà, remettre vraiment les choses en perspective, renforcer aussi un sentiment d'appartenance entre toutes les parties prenantes, l'idée d'avancer ensemble vers un but commun. Et puis voilà, on a aussi eu dans cette démarche-là, même à d'autres moments, de nouveaux indicateurs qui ont pu aussi émerger, à la fois proposés par des acteurs de terrain qui se croisaient aussi avec des choses qui avaient été remontées de la part de bénéficiaires. Donc voilà. Donc qui était, juste pour en dire quelques mots, qui était plutôt sur le sentiment de sécurité, le fait de dire que en m'inscrivant dans ce type de projet, maintenant je suis tranquille pour la suite. Voilà. Et ensuite, au niveau, j'allais dire aussi, alors je ne sais pas si sur les freins, il y avait aussi la question des freins, ce qui peut être un peu plus compliqué quand on met en place ce type de démarche. Du coup, c'est vrai que nous, l'idée, c'était d'intégrer en fait cette collecte, cette démarche à notre fonctionnement, à notre ingénierie de projet, pour que ça soit vraiment le plus léger possible, que ça ne soit pas quelque chose qui vienne se surrajouter. Ça, c'est vraiment important. Et du coup, ce qui est pour nous quand même une des difficultés, vous l'avez très bien dit, c'est pas à minimiser, c'est justement faire vivre cette démarche au long cours, une fois qu'on l'a intégrée dans notre fonctionnement, parce que parfois il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'association, des nouveaux bénévoles, et il y a toujours ce travail d'acculturation qui doit être un peu mené au long cours. Voilà, soit sensibiliser, expliquer pourquoi, ou former. Et je dirais que c'est pas à négliger finalement en interne. Et du coup, vous l'avez aussi bien dit tout à l'heure, penser aussi cette intégration dans son fonctionnement en fonction des ressources qu'on a, des ressources humaines, et aussi du temps que l'on peut y consacrer pour pas que ça devienne rédhibitoire ou quelque chose comme ça. En tous les cas, essayer de l'intégrer au maximum à sa démarche, à son fonctionnement.
Merci beaucoup, Lisa. Et juste avant de donner la parole à Sine, j'en profite parce qu'il y avait une question qui a été posée de Nicolas Moreau. Est-ce que ça a changé des choses dans votre façon de travailler, par exemple, dans la façon de gérer vos partenariats? Enfin, quels ont été un peu les impacts finalement de l'évaluation, les retombées de l'évaluation sur votre structure, des nouveaux partenariats, une notoriété, des nouvelles façons de travailler? Est-ce que vous avez quelques exemples? Alors, au niveau, j'allais dire, de la façon de travailler, effectivement, on a intégré, on avait déjà, hein, bien sûr, des indicateurs enfin, de résultats, enfin, des choses très concrètes, hein, d'activités qu'on recueillait, mais on a intégré aussi cette démarche-là, et c'est intéressant parce que moi, je travaille avec un groupe de bénévoles plutôt issus du travail social, et pour eux, quand on parle de mesures d'impact, parfois, c'est un peu rédhibitoire, et même maintenant, eux ont compris l'intérêt et sont assez demandeurs quand on met en place une nouvelle action, dire bah, attention, est-ce qu'on peut évaluer un peu. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce que se sont appropriés les choses. Et finalement, voilà, je dirais que dans notre fonctionnement, on va dire qu'on est un peu plus, il y a un peu plus des temps, des indicateurs qui jalonnent, on va dire, notre ingénierie, quoi. Donc ça, je pense que c'est ça quand même que ça a amené. Parce qu'au départ, ça pouvait être juste une personne qui dit pourquoi c'est intéressant. Là, je pense que tout le monde s'en est assez bien saisi maintenant, mais c'est un effort quand même à faire tout au long cours. Et après, au niveau des partenaires, bah, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est attendu maintenant, enfin, voilà, hein, de la part des financeurs, quand il y a des appels à projets, est-ce que vous avez mis en place une mesure d'impact, etc. Donc, c'est vrai que là, quand on dit qu'on a initié ça, que maintenant ça fait partie, j'allais dire, de notre démarche au niveau enfin, voilà, de ce qu'on fait, ça rassure, je dirais. Et après, au niveau j'allais dire, rayonnement, etc., oui, on a pu, bah, à travers notamment des comités de pilotage, créer des nouveaux liens avec les nouvelles personnes qui sont venues aussi s'insérer à travers le comité de pilotage, et des personnes qu'on n'aurait pas pu, avec qui on n'avait pas forcément l'occasion, parce que trop loin géographiquement de travailler, qui sont venues s'intégrer à la démarche. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Voilà. Génial, merci beaucoup. Du coup, Sine, bah, pareil, mais même question un peu vaste. Voilà, est-ce que vous avez pris la démarche des fins, des... Oui, très bien. Bah, merci. Nous, c'est vraiment, ça nous a permis en fait de clarifier nos impacts parce qu'en fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, la pédagogie révèle en fait, enfin, même les programmes, on n'est pas dans de l'insertion, par exemple professionnelle ou d'une sortie positive. On va vraiment en fait agir en amont de tout ça, et donc on agit sur la confiance en soi, sur le pouvoir d'agir, qui sont des notions assez subjectif finalement. Et donc, il fallait vraiment que ça nous permette en fait de clarifier nos impacts et de dire, bah voilà, en fait, quand on dit qu'une jeune fille a plus confiance en elle, qu'est-ce qu'on met derrière? Parce qu'une jeune femme peut avoir confiance en elle, ça peut se retraduire par qu'elle va peut-être plus prendre soin d'elle ou qu'elle va plus prendre la parole en public. Enfin, voilà, donc du coup, c'était vraiment de permettre en fait de clarifier tous ces impacts-là. Donc ça a été très aidant avec tout cet accompagnement. Et puis, en fait, nous, après, au niveau des enjeux qu'on a pu identifier avec le cabinet de mesure d'impact, c'est vraiment, en fait, de continuer à renforcer l'outillage de l'évaluation, et puis de bien former les équipes. En fait, c'est vraiment d'intégrer cette culture de l'évaluation dans toute la démarche de gestion de projet finalement. Et ce qui me permet de faire un lien avec le fait que, en fait, l'évaluation, ça permet vraiment, enfin, qu'il faut vraiment faire des liens entre l'évaluation et la stratégie, parce qu'en fait, l'évaluation peut vraiment devenir un outil de choix stratégique au niveau des programmes que vous souhaitez mettre en place ou des projets pour l'association, pour son développement, etc. Donc voilà, nous, c'est vraiment ce qu'on a pu identifier comme enjeu. Globalement, la mesure d'impact s'est très, très bien passée, et on a eu d'excellents retours à la fois des bénéficiaires et des partenaires en fait, sur les territoires, donc ce qui est encourageant aussi. Sur les freins, nous, il y a eu juste un moment où en fait le projet a été co-lidé en interne par une collègue et moi-même, et c'est vrai que ça a mis un peu une zone de flou. Donc, ce que je conseillerais, c'est vraiment en fait de désigner une seule et même personne pour porter le projet en interne, en tout cas quand il est avec un cabinet de mesure d'impact en externe, voilà, pour qu'on ait bien le suivi de tout le projet.
Et puis sinon, peut-être pour le mot de la fin ou les conseils, on en parlait tout à l'heure, je crois que c'était pareil, Louise, dans ta présentation, mais de ne pas chercher à tout évaluer. Alors, parfois, c'est un peu frustrant parce que nous-mêmes, en fait, on voulait évaluer le programme Révèle ton potentiel et puis ensuite, qu'est-ce que les jeunes femmes devenaient par la suite. Et donc, du coup, ça, maintenant, c'est une évaluation qu'on va pouvoir mener qui va prendre, je pense, plus de temps. Mais voilà, en fait, chaque chose en son temps. Et donc, c'est vraiment de bien définir les périmètres de la mesure d'impact et puis de ne pas négliger la phase de cadrage du projet, de bien impliquer toutes les personnes de votre équipe qui vont être un moment sollicitées dans le projet, de bien communiquer quels vont être les objectifs, le calendrier, voilà, à l'ensemble de l'équipe. Et puis, alors nous, comme je vous expliquais, ça se faisait dans le cadre de la NCT, donc il y avait des comités de pilotage, mais je pense que c'est une instance qui peut du coup être hyper intéressante à mettre en place et n'hésitez pas en fait à inclure vos parties prenantes dans cette démarche-là et de vous programmer des points tous les 6 mois voilà, en fonction de la durée de votre mesure d'impact. Et je crois qu'il y avait eu des questions sur des indicateurs précis sur la confiance. En fait, nous, les 3 gros impacts qu'on a pu en fait identifier, c'est vraiment l'évolution du rapport à soi, l'évolution du rapport aux autres et l'évolution dans la projection dans l'avenir en fait de la jeune femme. Et donc, au niveau du rapport à soi, c'est vraiment si elle ose plus prendre la parole, comment elle se sent, enfin, si elle se sent bien dans sa peau. Donc, nous, on va leur poser ces questions-là comme ça, mais derrière, en fait, il y a un travail du coup aussi de wording à faire, hein, parce qu'on ne va pas mettre cet indicateur-là pour par exemple les partenaires financiers. Après, je n'ai plus la liste, mais on a établi en fait tout un référentiel d'à peu près, je crois, il y a une bonne 25 indicateurs là-dessus. Voilà. Super, merci beaucoup Signe et pour ces premiers éléments de réponse. Peut-être Laetitia, avant que vous deviez nous quitter, parce que j'ai un peu que c'est 10h15, est-ce que vous avez peut-être un conseil à donner à des porteurs de projets? Et puis également, on avait une question pour vous deux, Signe et Laetitia, du temps qui a été dédié à ces évaluations en termes de charges. Genre sur une année, combien est-ce que ça représenterait? Donc si Laetitia, vous arrivez à répondre à ces 2 questions-là, et puis Signe, après, on pourra poursuivre. Ok. Alors, en 2019, du coup, comme on avait un financement, on a pu vraiment allouer du temps. Alors, je ne me rappelle pas combien c'était, mais je pense que c'était au moins 2 jours par mois, à peu près. Là, du coup, on n'a pas de financement, mais maintenant, on essaie vraiment de quantifier aussi dans les actions qu'on mène, de prévoir vraiment un temps dessus. C'est moi, maintenant, je dirais. C'était peut-être pas une journée par mois, mais en ce moment, ça dépend des périodes en fait aussi, c'est lissé sur l'année. Donc là, je dirais en moyenne cette année, ça sera une journée par mois. Voilà, à peu près. Mais bon, après, voilà, après tout dépend aussi. Il y a ce travail avec le copil. Parfois, il y a pu y avoir une personne en stage qui a pu aussi être là pour me seconder en fait, ou en tous les cas, travailler en collaboration avec moi sur la question. Donc, il y a aussi parfois des ressources complémentaires. Voilà, et puis pour le mot de la fin, ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est vrai que souvent, maintenant pour avoir un peu communiqué aussi sur notre démarche, souvent c'est un petit peu, alors j'allais dire rédhibitoire ou vu un peu comme une démarche un peu froide ou plaquée, parfois même l'impact social. Et en fait, j'avais envie de dire que, en fait, non, ça peut être quelque chose de chaleureux, voilà, avec vraiment ce sens enfin, en tous les cas, moi, ce que je m'étais noté comme conseil, c'est vraiment que ça peut être quelque chose qui peut servir à faire du lien, à créer du lien dans le collectif interne, mais aussi avec ses partenaires, avec son écosystème. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment pour moi un des intérêts de faire lien, mais aussi de redonner du sens parfois, parce qu'on a eu un projet, des intuitions au départ, et en fait, se reprendre un peu de la hauteur par rapport à ça. Et puis finalement, consolider aussi le collectif qui porte ce but commun. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure avec les bénéficiaires, mais avec aussi les salariés, les bénévoles, etc. Enfin voilà, avec toutes les parties prenantes, même les acteurs de territoire.
Voilà, et après, c'est aussi très concrètement, hein, en interne, ça peut être de la matière pour les bilans, pour les rapports, c'est aussi, ça peut être aussi de la matière pour les outils de communication. C'est vrai que ça peut être des choses intéressantes après à mettre en avant de façon, donc, ça c'est aussi un avantage. Donc, et comme je le disais aussi en équipe, pour fédérer, prendre du recul. Voilà, puis aussi être dans la stratégie, dans le pilotage stratégique aussi, être dans une démarche qualité, j'allais dire aussi dans une démarche apprenante, en fait, pour aussi améliorer constamment ce qu'on fait, prendre du recul aussi par rapport à ça. Voilà, et puis au niveau plus externe, effectivement, rendre plus lisibles ces actions, pouvoir communiquer avec les bénéficiaires et les partenaires, voilà, fédérer aussi, prendre du recul. Co-construire et aussi finalement peut-être s'en servir pour écrire cette histoire commune et cette culture commune, et puis valoriser, ça sera mon mot de conclusion, ce que je me suis dit, j'ai essayé de réfléchir, il y a aussi remettre en évidence la place de chacun et les liens de réciprocité qu'il existe. Au final, quand on porte ce type tous les projets, j'allais dire dans l'ESS, il y a vraiment ces liens de réciprocité les uns avec les autres, et je trouve que c'est une façon de le matérialiser et voilà, de le mettre, de concrétiser aussi, de le mettre en forme. Voilà. Super, merci beaucoup Issa pour ce témoignage, merci pour votre temps. Enfin, c'est juste pour, comme ça, si vous avez besoin de partir, vous pouvez. Oui, très bien. Je vous dis merci, alors du coup, je vais effectivement y aller. Merci beaucoup, merci à toutes, et puis voilà, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et Sine, du coup, alors en revanche, moi j'ai quelques questions un peu plus précises pour toi, notamment sur justement le recours au cabinet existe, l'accompagnement externe, ça soulève pas mal de questions. Donc il y avait alors la même question que Laetitia aussi sur combien de temps du coup vous avez dédié vous à ces évaluations en termes de charges. Et puis il y a des questions sur, je ne sais pas si tu as les informations, mais le budget qui a été dédié à l'accompagnement par existe, et également comment est-ce que vous avez finalement choisi parmi les différents cabinets d'évaluation. Est-ce qu'il y a eu publication d'un cahier des charges? Est-ce que vous le connaissiez déjà? Voilà, comment vous avez choisi finalement ce cabinet? Alors, sur la durée, donc ça a duré 2 ans, et en fait, je vous dirais que c'est à peu près peut-être une journée par mois au total, mais c'est difficile en fait, parce qu'il y a comme l'expliquait aussi Laetitia, c'est qu'il y a des moments en fait qui vont mobiliser davantage l'équipe, où il va y avoir des réunions plus souvent, etc. Mais bon, je dirais à peu près, oui, peut-être une journée par mois, ou voire tous les 2 mois, pour la personne en fait qui est chef de projet en tout cas. Après, bien sûr, il y a d'autres personnes qui seront impliquées en fonction des besoins de l'équipe et de la mesure d'impact. Et puis sur le budget, alors j'ai plus le chiffre exact, le montant exact. Il me semble que c'était à peu près 50 000, voilà, sur ces 3 axes-là. Et puis la dernière question, c'était pourquoi eux existent. Alors ça, c'était plus parce que Atina Marmora, donc la fondatrice et directrice de l'association, en fait, les connaissait déjà, et on avait entendu que du bien. Donc du coup, on les a rencontrés pour discuter du projet, et donc voilà, et après en fait on est parti avec elle, et comme c'était aussi dans le cadre pas de la VIS mais de la NCT, on avait aussi en fait certains cabinets qui étaient recommandés. Super, merci beaucoup. J'en profite, je vois quelques questions dans le chat qui sont peut-être plus... alors, il y en aura une pour toi, mais je réponds à une avant. Il y a une question sur des retours d'expérience sur une démarche conjointe d'évaluation d'impact social et environnemental. Alors, c'est un travail qu'on est en train de faire justement. Là, nous, à la VIS, on travaille sur ce sujet, notamment dans le cadre des petits déjeuners de la mesure d'impact qu'on co-anime avec Convergence et Improve. C'est pas si évident en fait d'avoir des démarches qui mettent les deux aspects ensemble, parce qu'en fait finalement les méthodes sont pas si transposables, tout simplement parce que l'impact social, on cherche à mesurer un impact généralement positif, enfin on arrive à voir quel impact on va générer de façon positive, là où l'impact environnemental, c'est plutôt on essaie de limiter son impact environnemental, donc c'est pas tout à fait les mêmes démarches. Après, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent permettre de mener des démarches d'impact environnemental. On a réalisé alors dans le guide, il y a un focus sur évaluer son impact environnemental. Je ne sais plus exactement à quelle page, mais que vous pourrez retrouver, dans lequel il y a notamment pas mal de ressources qui peuvent vous aider à lancer un peu des premiers travaux.
Et pour toi, Signe, du coup, j'avais deux petites questions. On a une question de Renaud Charbonnier qui demande si vous êtes régulièrement questionné par des financeurs ou acteurs publics sur les équivalents économiques, les impacts, ou est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais peut-être que ça sera quelque chose qui viendra plus tard. Et une deuxième question Pardon, j'ai pas compris sur quoi, sur le… Alors, je te la lis. Êtes-vous régulièrement questionné par des financeurs ou acteurs publics sur les équivalences économiques de ces impacts que vous avez mesurés, donc un peu les sujets de monétarisation. Et puis, j'avais une autre question, si vous aviez mobilisé des méthodes alors, psychométriques, mais en tout cas se rapprochant peut-être du côté psychologie, notamment pour les indicateurs plus qualitatifs comme l'indicateur de confiance en soi. Est-ce que c'est des méthodes auxquelles vous avez eu recours ou pas? Alors, pour répondre à la première question, non, pas forcément en fait. Mais je pense que, on en avait parlé justement avec le cabinet Existe, de pouvoir peut-être regarder ce côté-là, parce que c'est vrai que, comme je le disais, en fait, dans notre projet, comme on n'est pas sur de la sortie positive ou des choses comme ça, c'est vraiment sur du long terme. Et comment, en fait, on peut, du coup, légitimer l'action de Révèle et leur montrer que ça peut avoir un impact, en fait, quand même sur le long terme pour l'insertion professionnelle de ces jeunes femmes-là et leur trajectoire, finalement, aussi professionnelle, personnelle, quoi. Donc, mais voilà, ça, c'est… Mais pour le moment, non, on n'est pas forcément questionné là-dessus. Et par rapport aux méthodes psychométriques… non, alors on n'a pas forcément utilisé ce type de méthode-là. C'est vraiment en fait l'analyse qu'a pu faire en fait le cabinet Existe à travers les entretiens, les questionnaires et donc les questionnaires qui émanaient vraiment du référentiel qu'on avait co-construit avec elle. Et puis, en fait, de toutes leurs discussions aussi avec les coachs, avec Atina Marmora qui a créé toute la pédagogie de Révèle. Donc, voilà, donc c'est vraiment en fait de là qu'a été mis en place la mesure d'impact. Il n'y a pas eu de méthode psychométrique. Super, merci beaucoup. Il y a une autre question dans le chat, mais qui sont aussi pour moi, donc tu peux souffler un petit peu. Donc, il y a une question de Nadine Babin sur les formes d'aide que l'AVIS peut apporter aux collectivités. Alors, nous, du coup, côté Avise, alors, on a un pôle qui travaille sur l'évaluation d'impact social, également un pôle qui travaille plus sur l'ESS et les territoires, et notamment comment on peut développer l'ESS dans les collectivités. Nous, ce qu'on peut faire là-dessus, c'est notamment un peu des phases d'appui-conseil, en tout cas dans un premier temps. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous arrive de déjà faire un premier niveau d'échange avec les interlocuteurs pour les aider à les aiguiller sur les différentes démarches d'évaluation. Et puis, il y avait une question de Laetitia Charrier qui demandait si, je vais répondre en premier, puis je te laisserai compléter, Sine, si avez-vous envisagé d'évaluer vos impacts sur des parties prenantes autres que vos bénéficiaires, donc salariés, financeurs, environnement, société en général. Donc, j'aurais tendance à dire que je pense qu'on envisage au début d'évaluer potentiellement les impacts sur toutes les parties prenantes. Mais comme tu l'as dit et comme je pense qu'on l'a un peu tous dit au fil du webinaire, il y a quand même vraiment un enjeu de priorisation sur ce qu'on va évaluer. Et ça concerne aussi quelles sont les parties prenantes qu'on va regarder et quels sont les impacts qui sont générés sur ces parties prenantes-là, parce qu'on ne peut pas tout faire dans les moyens qu'on a. Je te laisse compléter, Signe. Oui, complètement. Nous, en fait, aussi au début, cette fameuse réunion de lancement, on voulait partir un petit peu sur tout. Et en fait, on s'est vraiment dit que le programme Révèle ton potentiel, c'est vraiment le programme phare de l'association. Donc, c'était ce sur quoi il fallait vraiment qu'on fasse l'évaluation. Mais aujourd'hui, maintenant que cette évaluation elle est finie, en fait, on va pouvoir vraiment se concentrer à la fois sur les anciennes, qu'on appelle les alumni, donc les alumni au pluriel féminin, qui restent très actives dans l'association et qui, pour certaines, en fait, ont fait le programme Révèle ton potentiel en 2015 ou même avant, et donc qui ont finalement aujourd'hui ce recul et ont continué à bénéficier de programmes chez Révèle. Donc, je pense qu'on va essayer de se concentrer maintenant aussi sur une évaluation auprès des alumni. Et puis également, on aimerait bien, mais dans un second temps, sur nos bénévoles rôle modèle. En fait, on se rend compte souvent que la participation de ces bénévoles dans nos programmes a un impact aussi, en fait, un effet parfois miroir
quand elles rencontrent ces jeunes femmes. Il y a aussi certains préjugés des jeunes femmes issues de quartiers populaires qui vont être cassés. Donc voilà, donc c'est en fait on se rend compte qu'on a aussi de l'impact finalement sur les collaboratrices des entreprises partenaires ou des rôles modèles bénévoles dans l'association. Donc ça aussi, ça serait intéressant d'évaluer ça. Super, merci. C'est très inspirant. Ça donne en fait pas mal de pistes pour la suite. C'est vrai que ça me fait juste penser peut-être en mot de conclusion. Enfin, il n'y a plus trop d'autres questions. Et puis, je crois que tu as une réunion toi aussi. Oui, j'ai une réunion. Après, donc on va te laisser le temps de souffler. Mais en effet, on commence par évaluer une chose. Et en fait, après, il y a plein de choses qu'on peut continuer à évaluer, que ce soit d'autres effets ou des effets qu'on n'avait pas imaginés ou pas identifiés et qu'on lance par la suite. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta présence ce matin. Merci à vous. Merci à tous les participants. Donc, comme ça a été dit dans le chat, le webinaire sera en replay sur notre site et également sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et le guide est du coup disponible depuis ce matin. Donc, on vous souhaite une bonne lecture et une très bonne journée à tous. Super. Merci beaucoup. Merci encore, c'est une bonne journée. Au revoir.